Alors je disais qu'avec Marianne, nous avions une pratique qui était non seulement d'aller faire une enquête sur le terrain grâce à la connaissance qu'a Marianne, non seulement de la langue, mais c'est beaucoup plus que ça. Elle a vécu en Union soviétique, elle a des interprétations, elle a une... c'est pas... La langue est fondamentale, elle fait de la traduction simultanée, mais elle a une pratique du pays extraordinaire qui est une aide, une très grande aide. Et on revient en général avec une mobilisation. On choisit de faire quelque chose, de faire un livre, et par exemple, à la sortie, on fait venir les maires d'Odessa, et on essaie de faire populariser un drame qui s'est passé, à Odessa. Et là aussi, Marianne joue un rôle énorme parce qu'elle continue à créer les relations, à faire que tout ça puisse se passer. Donc, et puis, elle organise la venue pour la révolution d'octobre à Moscou, là, il y a eu, et elle va nous parler de tout ça, de tout ce qu'elle a réussi à mettre en jeu. C'est-à-dire que le livre n'est pas que le livre, il est autour du livre, avant l'enquête, la prise de connaissance, la prise de contact, et puis la diffusion, et à travers la diffusion, une mobilisation où on essaie d'entraîner un maximum de gens, donc une espèce de rapport... vous y retrouvez théorie pratique, hein, c'est-à-dire il ne s'agit plus seulement de comprendre le monde, il s'agit de le transformer. Et tout ça, nous pouvons le faire parce que nous avons une équipe aussi, qui est l'équipe d'Elga, et qui fait ce travail formidable. Et donc je crois qu'il a commencé à se créer un collectif de travail dans des conditions abominables. Des conditions de répression, d'étouffement, etc. Absolument abominables. Mais je vais reprendre la démarche à un niveau qui est plus spécifiquement le mien, laissant à Marianne le soin, donc, à la fois comme sociologue et à la fois l'expérience politique d'un ancien membre de la direction du PCF. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur la formation que représentait même pour quelqu'un d'aussi peu doué que moi, la formation de membre du comité central. Alors, on me demande parfois s'il s'agit d'une enquête, quand on va. Alors là, je vous réponds en tant que sociologue, ayant eu une formation d'historienne, je ne parlerai pas d'enquête, je parlerai de pré-enquête. C'est-à-dire ce qui va me permettre de constituer une enquête. Quel est le travail que je mets en place? C'est c'est ce que Bourdieu appelait vaincre l'illusion d'un savoir immédiat. C'est-à-dire j'essaie de vaincre cette idée qui est très français, très colonialiste. Où qu'on aille, on sait déjà. Et on sait mieux que les autres. Quand on a fait un pays, alors en général dans des conditions touristiques, on se le fait le pays. Hein. Dans des conditions touristiques, on sait. Si on est allé sur la place rouge à titre un truc, on sait. Voilà, ça y est, on a tout fait. Et si on n'est pas allé, c'est pareil, on a lu que vaguement, on sait. Donc moi, ce que j'essaie, et c'est le travail essentiellement, c'est de déstabiliser les idées reçues. Alors, vous savez bien qu'il y a derrière, il y a un background marxiste, c'est-à-dire l'idée que l'idéologie est l'idéologie de la classe dominante. Donc je me méfie. Comme je dis souvent, je suis d'une moralité douteuse, je doute de la morale des autres, surtout quand elle est faite à si peu de frais. Donc, bien sûr, cette volonté de construire, j'essaie de déconstruire et de construire. Et si vous voulez, la première idée qui est frappante et qu'il faut avoir quand on se heurte à cette question que je pose, qui est là, Staline tyran sanguinaire ou héros national, c'est que le premier aspect fondamental, c'est que les Russes n'ont pas du tout la même analyse que nous. Mais alors, ça c'est massif, franc et massif, ils ne font pas du tout, c'est pas du tout la même conception.
il y a toutes les années des enquêtes. Ces enquêtes disent quels sont les plus grands hommes de tous les temps, les plus grands hommes politiques de tous les temps, et on ne donne pas un panel, on ne dit pas choisissez. Ils choisissent. Celui qui arrive en tête systématiquement avec environ 38% des voix, choisit sans panel, hein, c'est Staline. Lénine suit de près, mais c'est Staline qui passe devant tout le monde. Bon. Et donc, vous avez une vision. Et si vous voulez, ce qui m'a frappé, alors je partirai de là, et c'est là que je fais référence à ma formation de membre du comité central. Alors, quand on me demande à moi, est-ce que vous êtes stalinienne? Je réponds, il aurait fallu vraiment que j'ai de la volonté pour l'être. Je rentre au parti en 1956, au moment de la déstalinisation, et je rentre au comité central l'année où on condamne Staline. Bon, donc, vraiment, a priori, il aurait fallu vraiment que je sois contre... Et comme j'étais une bonne petite militante, très contente de ce qui se passait, j'étais parfaitement en adéquation avec mon parti, ça ne me posait pas de problème, hein, c'était pas... Et je me suis demandé pourquoi ça me posait si peu de problèmes alors que ça m'en pose tant. Mais parce que c'était pas du tout la même ambiance. Même en ce temps-là, c'est pas la même ambiance. Hein. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose qui va donner, et il y a un livre là, est-ce qu'on peut me le faire passer, le livre sur le totalitarisme, le intellectuel totalitaire, le livre là. Lequel? De Christopherson? Oui, Christopherson. Oui, c'est celui-là. Excusez-moi, j'ai un léger problème avec livre essentiel. Voilà. Ce livre, que je vous recommande, qui donne une des clés de ce que j'ai vécu et qui m'a tellement étonnée. Alors, ce qui m'a étonnée, c'est que quand je suis arrivée si vous voulez, même y compris au comité central, c'était pourtant dans les eaux du 22e congrès, vous aviez, par exemple, ce thème que je porte tout le long du livre, c'est-à-dire une déstalinisation ratée. Cette déstalinisation a été mal faite, elle a été ratée, était tout le temps dite. Elle était dite comment? C'est-à-dire qu'il y avait l'idée que, dans le fond, tout ça avait été très mal fichu, et par exemple, quelqu'un comme René Andrieux était complètement... il détestait Khrouchtchev, il détestait, à l'humanité, vous aviez un gros potentiel qui considérait que, dans le fond, Staline, c'était pas si mal que ça. Bon. On rentrait dans le parti, on n'avait pas du tout le même... on relativisait beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette pression. Vous lisez un livre qui s'appelle Staline d'Astier, d'Emmanuel d'Astier. Eh bien, ce livre vous fait un portrait qui reste encore possible, quoi, qui n'a pas le côté. Quand est-ce que ça va se jouer? Quand est-ce que va être impulsée l'idéologie totalitaire? Parce que c'est, si vous voulez, s'il y a quelque chose dans mon livre, dans notre livre, qui est dénoncé, c'est l'idéologie totalitaire. C'est l'idée qu'il y aurait un totalitarisme, qu'il y aurait quelque chose de commun entre Hitler et Staline, entre l'URSS et entre le nazisme. Cette idée, qui est devenue une tarte à la crème, n'était absolument pas envisagée. Et si vous voulez, c'est celle que les Russes continuent à ne pas pouvoir envisager. Qu'est-ce qui s'est passé chez nous, alors que aujourd'hui, c'est ce que montre très bien ce bouquin, chez les anglo-saxons, le terme de totalitarisme est un terme considéré comme parfaitement inadéquat, parfaitement un terme considéré comme de manière prétentieuse, on dit non heuristique ou non chiliastique, c'est-à-dire qui n'explique rien.
qui au contraire est une perte de temps pour la recherche. Et ce que montre très bien ce livre, et moi je l'ai vécu, c'est qu'il y a un moment où se pose l'enjeu pour la France du passage d'un gouvernement de gauche et qu'il faut rééquilibrer la gauche et empêcher que le Parti communiste soit fort. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir, et ça correspond à mai 68, et un peu à cette période, vous voyez, il va falloir mener une campagne pour, en quelque sorte, appuyer le projet mitterrandien, qui est de faire baisser complètement. Moi, je sais que je n'ai plus voulu voter socialiste le jour où j'ai entendu Gaston Defferre dire « Nous, on apportera la liberté et les communistes apporteront la dimension sociale. » Je dis « Toi, tu vas apporter la liberté. Toi, que j'ai vu, ce que je t'ai vu faire pendant la guerre d'Algérie, c'est ça, c'est toi qui vas apporter la liberté. » Et à partir de là, je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est joué, qui est que on va faire l'identification, on va le pousser plus loin, parce que la France était le pays où, grâce à la présence des Sartres, il y avait eu une résistance à l'américanisation comme nulle part ailleurs. Donc il va y avoir une contre-offensive, et on est en train de la voir naître en Pologne, ça part de Pologne, cette contre-offensive, ça part de mars 68 en Pologne, d'après moi, c'est-à-dire qu'il va y avoir une contre-offensive sur le thème du totalitarisme, et qui va donner une tonalité qui n'existait pas jusque-là. Et je vais vous donner un autre exemple qui vous montrera comment, y compris dans le parti, ça c'est apparu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi dans le fond, j'ai pas lu tellement bien le rapport Khrouchtchev. Il était paru dans Le Monde parce que Khrouchtchev nous l'avait envoyé comme une vacherie, puisqu'on ne voulait pas en parler. Donc, il a, si vous voulez, le rapport Khrouchtchev, il nous a été transmis par un auteur du parti qui s'appelait Ellenstein, qui nous l'a encore enfoncé. Et ce rapport Khrouchtchev, si vous voulez, c'est vu par Ellenstein. Je me permets de vous raconter, parce qu'il faut voir le contexte. J'ai pas voulu faire de mémoire dans ce livre, mais il y a ce contexte dans ma tête. C'est-à-dire que je suis allée avec Gisèle Moreau, nous avions été convoqués plus ou moins, enfin nous avions des problèmes avec les soviétiques à la suite de trucs comme la parution de ce livre d'Ellenstein. Et Ponomarev, qui était le responsable du parti pour les partis extérieurs non au pouvoir. C'était le membre du BP qui s'occupait des partis d'Europe non au pouvoir. Et nous étions avec les Italiens, les principaux partis du non au pouvoir, donc on veillait bien sur nous. Et donc, on part en délégation avec Gisèle Moreau, et on est reçu par Ponomarev. Alors Ponomarev, vous savez, c'est celui qui est au congrès de socialistes. Tout le monde, on a crié qu'il y avait une bombe, où il voulait tout couper des têtes, là, le congrès socialiste, le fameux congrès socialiste, et on a parlé d'une bombe, tout le monde s'est couché, et Ponomarev est resté seul debout. Bon, c'était un compagnon de Lénine, un petit vieux compagnon de Lénine, tout ce qu'il y a de plus, il n'avait jamais quitté l'URSS, c'est fabuleux, on a été reçu au Kremlin, dans son bureau, on aurait dit du Tchekhov, mélangé avec une gigantesque planisphère, on voyait que l'Union soviétique, enfin il était dans son jus, le personnage. Et il nous a reçus, alors un discours avec Ponomarev, c'était les rapports de force dans le monde, la grande amitié indéfectible avec l'URSS, ceci, et puis plac, on était sur le point, et puis on repartait, mais on nous avait dit ce qu'on avait à nous dire, mais ça durait 2 heures. Et alors, le point qu'il disait, c'était qu'est-ce que vous racontez comme connerie avec Ellenstein et tout ça, qu'est-ce que c'est que cette vision de l'histoire de l'URSS? C'est-à-dire qu'ils avaient peut-être opéré leur déstalinisation, mais pas au point où nous, on en était. Ou pas tout le parti, hein, mais une partie du parti qui va peu à peu rentrer et, si vous voulez, jouer ce qu'on va appeler la stratégie de l'eurocommunisme jusqu'au bout, comme les Espagnols ou les Italiens.
N'oubliez pas le discours de Rome et tout ça. Et moi, j'ai vécu tout ça. Donc, je me suis retrouvée là-dedans. Et donc, maintenant, quand je vais... en plus, j'ai eu des expériences cubaines, j'ai vu tout ça. Et si vous voulez, j'ai appris à travers ça un regard et une tentative de compréhension. Il y a des choses qu'on me joue plus. C'est ça la formation du comité central qu'on avait, même en étant, quand vous rentrez, au bout de quelque temps, vous aviez compris, vous saviez qu'il y avait des choses, vous ne croyez plus en la bonté humaine dans certains cas. Vous voyez, vous ne croyez pas au hasard. Donc, j'ai voulu que ce livre soit composé un peu à la manière dont on déstabilise par points. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va poser quelques points sans tenir la main de celui qui le lit, mais en lui laissant le chemin pour lui-même se poser un certain nombre de questions sur des questions qui me paraissent essentielles. Quelles sont ces questions qui me paraissent essentielles? Il y a des choses, si vous voulez, quand vous savez, on raconte que celui qui a inventé le calcul des probabilités, ça se passe dans comment ça s'appelle, dans une taverne. Il y a un abbé qui joue, qui est mathématicien, il joue au dé, et puis il est dans une taverne sournois, et le type gagne, double 6, puis d'un coup il dit, Père Bacot, c'est pas possible, cet homme triche. C'est-à-dire qu'il a fait le calcul du nombre de fois où le 6, ça ne peut pas. Ben, moi, d'une certaine mesure, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que le gars, il est dans une taverne où il n'y a que des ruffians, il devrait y penser avant que le type triche. Non, il faut qu'il passe par un calcul. Moi, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment, je me dis, c'est pas possible, il triche. C'est pas vrai, il triche. Ça ne peut pas marcher. Et il y a eu des tricheries, presque des conceptions de ce qu'on décrit dans le stalinisme, ou dans le pouvoir, qui me paraissent aberrantes. Je ne peux pas y croire. Alors, qu'est-ce que c'est, par exemple, je vais vous donner quelques exemples de démonstrations qui, pour moi, n'en sont pas. La première démonstration, par exemple, quand j'entends mon bien-aimé secrétaire national actuel, mon bien-aimé secrétaire montrer ma dernière mouture de l'infaillibilité pontificale, parce qu'on a perdu le stalinisme, mais on a gardé l'infaillibilité pontificale. Donc, c'est quand même bizarre, hein, ça veut dire que la décinisation, elle était mal faite. Parce que la chose qu'on aurait peut-être dû ne pas avoir, c'est celle-là, or on l'a. Donc, c'est peut-être pas ça qui était en cause. Donc, si vous voulez, quand il dit, par exemple, quand il fait le bilan il y a la fête, il y a l'octobre, on fête les 100 ans. Qu'est-ce qu'il dit en gros? Je résume, hein, je grossis un peu le trait. Il dit, merveilleuse histoire au départ, Staline arrive, catastrophe, c'est la catastrophe, tout est foutu. Ce magnifique élan libertaire a été gâché par Staline. C'est ce que sort Laurent maintenant. Oui. Non, parce qu'heureusement tu me le dis, parce que moi, tu sais, tu dis, il a dit, mais il est devenu tellement inaudible qu'on n'est plus du tout au courant. Mais il n'a pas dit aussi clairement, mais malheureusement, ça revient à ça. Même pire. Alors attendez, par suite de ça, ça pose quand même un certain nombre de problèmes concrets, ça, cette phrase. Le premier problème, c'est que il n'y a pas de rupture entre, par exemple, Lénine, Trotsky et Staline dans la conduite de la guerre civile. Hein. C'est pas, il n'y a pas une vision humaniste d'un côté et une vision inhumaine de l'autre par rapport à... c'est bon, déjà là-dedans. Ensuite, ça passe quand même par perte et profit, une énormité. La Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale sans laquelle, moi, Dieu sait que je me félicite, je dis toujours, j'ai une phrase qui commence en disant tout Français a dans sa poche une carte du Parti communiste, c'est la carte vitale. Bon, il a cette carte vitale, tout Français. Et ça, c'est lié à la libération.
Mais c'est lié aux luttes du peuple français. Et c'est lié à notre histoire. Mais c'est lié aussi à un rapport de force de la Deuxième Guerre mondiale, que quand même les soviétiques, excusez-moi, mais ont contribué largement à créer. Toutes les conquêtes de liberté que nous avons eues, tout ce qu'on appelait les 30 Glorieuses, le programme de la résistance, eh bien, il y avait quand même un rapport des forces, la libération dans le tiers-monde, etc. Alors tout ça, ça n'existe pas. Bon, c'est un sacré problème. Ensuite, ce que les Russes vous disent par rapport à cette grande période de Staline et tout ça, c'est quand même le passage à la modernité accélérée, dans des conditions très dures, mais avec tout d'un coup un essor, où tout d'un coup, non seulement ils ont fait la victoire qu'ils ont faite, mais ils l'ont faite en assurant la sécurité sociale, le plein emploi, le droit à l'éducation, avec une culture, etc. etc. Tout ça, Et ça me renvoie à la phrase qu'on cite ici, qui est la phrase de Torres. Moi, je trouve que Torres était plein de bon sens, cet homme. Je vous avouerai que c'est peut-être celui avec qui je me sens le plus en adéquation à la sortie. Torres dit une chose, il dit, quand il y a le rapport Khrouchtchev qui sort, il dit écoutez, et puis on lui impose de force, il dit camarades, vous avez dit dans le rapport Khrouchtchev que vous disiez le mal parce qu'on avait suffisamment dit le bien. Mais maintenant, est-ce qu'on va dire le bien et le mal, ou est-ce qu'on va dire que le mal? Et c'est ça la réalité qui nous a été imposée. Alors déjà, ça me choque, moi. C'est-à-dire que je dis, mais attendez, vous ne pouvez pas faire passer à perte et profit ce qui est non seulement l'histoire de l'URSS, mais l'histoire du monde, des rapports de force qui ont changé dans le monde, qui ont pu se libérer, la libération coloniale, tout ça, enfin, tout ce qu'ils ont porté sur le dos. Vous ne pouvez pas le faire passer en perte et profit sous prétexte que l'élan libertaire a été passé. C'est idiot, c'est stupide. Excusez-moi, mais je ne peux pas accepter ça. Je n'en ai pas à dire que je suis ni pour Staline ni contre Staline. Je dis, on ne peut pas dire ça. Vous avez un deuxième problème, un autre problème qui est là. Moi, c'est d'un coup, si on me dit quelque chose et que c'est faux, je ne peux pas. Un deuxième problème, on nous présente un Staline dans le rapport Khrouchtchev qui est un pur pouvoir personnel. C'est un pouvoir personnel. Ce personnage, il cligne de l'œil, tout le monde tremble de Moscou à Vladivostok, etc. Bon. Et puis, donc c'est un pouvoir totalement personnel et d'une espèce de grand vieillard paranoïaque et une brute inculte. Or, c'est faux. Sur plusieurs points, il y a un collectif. Indéniablement, il y a un collectif avec des gens extraordinairement compétents. Pas des enfants de cœur, mais des gens extrêmement compétents. Un type, je n'ai aucune sympathie pour Beria, mais Beria est un homme extraordinairement compétent dans la manière de faire marcher une usine et de mettre en place une industrie, etc. Il y a Kaganovich, qui est un personnage que j'adore par contre, qui est une espèce de grand gaillard qui s'énerve tout d'un coup, il est capable de vous envoyer un truc sur la gueule, il est franc comme l'or. Moi j'aime beaucoup Kaganovich, j'ai une grande sympathie pour lui. Et si vous voulez, lui c'est l'homme des transports, c'est lui qui organise tout, mais ces types ils ne dorment pas, c'est des déchaînés. Molotov est très fort aussi, tous ces types. C'est des gens qui ont une capacité, on peut dire ce qu'on veut, c'est des gens qui sont tous des gens extraordinairement capables. Que ça ne soit pas des enfants de cœur, la période s'y prête. Alors vous avez, par rapport à ça, on vous présente un personnage. Or, je me suis amusé à prendre un livre à charge, là-dedans, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, parce que c'est un amas de ragots. Je dis c'est Suétone, vous connaissez le Suétone, vous voyez, Suétone, mais attendez, il faut faire attention à Suétone. On ne sait toujours pas qui est Néron à cause de Suétone.
et de Tacite. Ils ont tellement raconté des affaires invraisemblables que plus personne ne sait qui sont ces personnages. On va nous les recouvrir de la même manière. C'est-à-dire que personne, on n'est pas sûr du tout que ce pauvre Néron n'ait jamais brûlé Rome, qu'il ait brûlé les chrétiens, et personne ne sait rien de cette affaire. C'est des mauvaises langues. Et Suétone est une mauvaise langue. Et lui, c'est une mauvaise... Alors, il était archiviste quand même, donc il avait tous les dossiers. Il était renseigné. Donc, ce personnage qui est un Anglais, je ne me rappelle pas, comment il s'appelle, mon père, moi je ne retiens aucun nom. Il faut savoir que depuis ma jeunesse, c'est pas l'Alzheimer, je ne retiens aucun nom. C'est celui qui a fait le Tsar Rouge. Je me suis amusé à étudier le Tsar Rouge. Ouais. C'est Bague Montefiore. Voilà, Montefiore, c'est Bague Montefiore. Écoutez, c'est extraordinaire, parce que si vous enlevez les adjectifs, Aragon disait qu'il fallait toujours enlever les adjectifs. Si vous les enlevez les adjectifs de ce qu'il dit, et si vous enlevez les opinions personnelles de l'auteur qui de temps en temps surgit pour raconter sa vie, eh bien, vous êtes devant un personnage qui est tout ce qu'il y a de plus gentil, Staline. C'est un personnage qui parle le dernier, écoute, tempère quand les types s'énervent. C'est l'être le plus doux du monde et qui a une vision très... Tu l'as lu, hein? Il a une vision collective. Staline dans le truc. Et surtout, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'à la fin, et là ça me renseigne sur autre chose qui me paraît très important, à la fin vous êtes devant une situation où quand, si vous voulez, Staline a été, et c'est la fin, il va y avoir une révolte de palais où ils vont essayer de se faire la peau entre eux. Et si vous voulez, Staline, lui, donc est plus là, et il y a une estimation presque de ce qui a été cette histoire. Et on s'aperçoit qu'ils n'ont pas un objet à eux. Quand ils sont chassés du Kremlin, ils arrivent à se faire payer une maison, mais ils n'ont pas un pantalon à eux, ils n'ont rien. Quand ils quittent toute cette équipe qui est autour de Staline, comme Staline lui-même, il avait à la fin de sa vie une vareuse de pantalons, il n'a possédé rien, même pas, tout était à l'État. Donc la fameuse idée d'une classe sociale oligarchique, déjà sur le plan de la propriété, elle n'existe pas. Et c'est ça ce qui m'a paru important, c'est d'essayer de comprendre à partir de là, mais qu'est-ce qu'il a fait surgir et où elle surgit. Donc, chaque fois je pose des pièces dans cette affaire, vous voyez, on va voir, on interroge, on essaie de voir comment est-ce que naît cette oligarchie et quand est-ce qu'elle apparaît et qu'est-ce qui se passe avec Khrouchtchev. Pourquoi est-ce qu'il fait un rapport? Parce qu'il faut sauver, il faut que le pouvoir tel qu'il a, lui, il reste sauvé. Donc il va falloir créer ce vieillard croque-mitaine pour pouvoir maintenir en place son propre pouvoir, mais il le reste soviétique. Simplement, il va organiser quelque chose qui est une technocratie. Une technocratie, et il va organiser quelque chose, on va avoir, c'est pas pour rien que Zhukov est mêlé à ça, c'est-à-dire que d'une certaine mesure, c'est l'armée qui veut aussi son autonomie. Et c'est déjà derrière, et c'est là que j'ai peut-être un petit problème avec lui, c'est déjà derrière l'affaire Boukharine, qui est tout le temps, qui est peut-être l'affaire la moins bien résolue. Et qui continue à poser problème et qui continue à nous interroger. Il y a plein de questions qui n'ont pas été... Je ne suis pas convaincu totalement par ce qui est dit là-dedans, par exemple sur le cas Boukharine. Parce que je pense qu'il y a plein de questions sur la... et on essaie de voir, alors, on va voir le débat un peu ultérieur, puis je voudrais que Marianne aussi nous explique notre démarche, parce qu'elle a sa propre vision, et puis comme c'est très important, parce que moi j'ai une vision de regard, de tentative de compréhension du politique, parce que j'ai déjà vécu ces réunions,
quand par exemple, un texte, j'adore le livre qui est préfacé par Annie Lacroix-Riss, que vous avez publié, Les guerres de Staline, Kenan, est très intéressant. Mais j'ai beaucoup plus de mal avec le rapport Khrouchtchev, parce que le texte qui est sorti sur le rapport Khrouchtchev, parce que je le trouve, quand on a vécu dans un appareil, dans un parti, et c'était magnifique de vivre dans le parti communiste, je vous assure que c'est une expérience, ça a été quelque chose de miraculeux, je pense. Le parti communiste a été dans cette histoire quelque chose de très important. Et si vous voulez, quand vous avez vécu là-dedans, il y a des choses qui ne sont pas convaincantes, parce que c'est pas que dans le discours que ça se joue. C'est pas que... Il y a des fêtes, il faut regarder, il faut écouter, mais il faut aussi beaucoup regarder, chercher les traces. Je pense à quelqu'un comme Gisberg, le Carlos Gisberg, tu vois, chercher les traces de la réalité. Chercher, hein? Quoi? Carlo Gisberg, voilà. C'est-à-dire que c'est celui qui, à la fois, va le plus loin dans le postmoderne et qui se récupère, parce qu'il garde le noyau de vérité, il va chercher les traces de la réalité. Et moi, je cherche les traces. Et je cherche qui, dans la réalité, va me... Par exemple, je peux regarder une attitude, les mots, quand on est dans... Quand par exemple vous posez au chauffeur de taxi la question à Saint-Pétersbourg, vous lui posez la question, quand vous arrivez d'abord sur Saint-Pétersbourg, comme la bonne femme vous dit la ville héroïque encore, puis vous voyez Leningrad, dessus ils ont gardé Leningrad, et puis vous descendez, et puis après vous demandez au chauffeur de taxi, comment tu l'appelles la ville? Ah ben j'appelle par son petit nom Peter, et quand je parle d'elle, je l'appelle Leningrad. C'est-à-dire que vous avez des superficies, des traces qui font, et je sais pas combien de temps j'ai parlé déjà, parce que je veux qu'il y ait le débat aussi. Ça va? Bon, je peux encore en rajouter alors un peu. Donc, si vous voulez, il y a quelques... Alors, Staline est un homme, autre chose, extraordinairement cultivé. Il a une bibliothèque entièrement annotée de sa main. Et c'est un homme qui a un grand goût en matière théâtrale et cinématographique. Moi, j'ai le même goût que lui, je peux vous assurer que c'est vrai. Et je suis très contente parce que j'ai découvert, il y a 8 jours, et je l'avais reconstitué toute seule, donc je suis très très contente, des traces, son rapport à Eisenstein. Et ça m'a été corroboré par un texte où il est, si vous voulez, tout le monde sait qu'il y a eu, par exemple, un livre, qui a été un film qu'il a détruit, on a quelques pages, tout ça, le près de Beijing, et un autre film qui est la deuxième partie d'Ivan le Terrible. Ça, quoi? La troisième. Le deuxième. Non, troisième. Bon, écoute, je vais pas. C'est pas grave. Tu as peut-être raison. Alors, la troisième partie d'Ivan le Terrible, tout le monde a dit, c'est parce que Staline ne supportait pas de se voir perdre en autocrate, en Ivan le Terrible. Pas du tout. Staline était tout à fait content. Il voulait qu'on le peigne en autocrate. Il voulait faire le lien. Il voulait. Et si vous voulez, simplement, je dis, Staline ne pouvait pas ne pas être ça. Simplement, ce qu'il ne voulait pas, il ne voulait pas être Pierre le Grand ni Catherine II, parce qu'eux, ils étaient pour l'Europe. Et lui, à ce moment-là, il est obligé de se retourner vers l'Asie. Un détail. Pour vous donner un détail, que c'est Marianne qui m'a aidé à le percevoir, parce qu'elle, pour elle, c'était évident. Pour moi, puisqu'elle est non seulement russe, mais aussi chinoise, elle parle chinois, etc. Donc elle a une culture fabuleuse de ce point de vue, et c'est elle qui m'a attiré l'attention. On voit toujours Staline en train de, par exemple, on interprète sa position en 1937, quand il démolit l'armée, on l'interprète comme quelque chose qui serait, si vous voulez, il a mal conçu, il a fait
l'alliance avec Hitler, il croyait qu'elle tiendrait, etc., etc. Mais attendez, il a déjà sur le dos, dès 1939, les Japonais. Et Zhukov est déjà en train de se battre contre les Japonais à l'autre bout. Donc les fameux trucs en Mandchourie où il est obligé d'intervenir en Mandchourie, c'est pas du fantasme. Il y a déjà une bagarre avec les Japonais. Il est obligé de les refouler, ce qui fait qu'ils vont aller à Port-Arthur, les gars, ils vont descendre. Mais si vous voulez, il a déjà tout ça, il est déjà en train de la faire. La Russie, elle est à la fois, elle est bicéphale, hein, comme dans les... Et donc, Staline, lui, il est déjà en train de regarder là-bas. Et il veut un Ivan le Terrible qui soit justement le tsar russe, le vrai tsar russe, et pas celui qui va avec les Occidentaux. Or, ce qu'il reproche à... j'ai pensé c'était ça, et puis ce qui ne peut pas s'empêcher de reprocher, je pense. Moi, j'ai été frappé, le personnage d'Ivan, il a une barbe qui tremble, vous voyez, au bout. Comment il s'appelle, Tchersakov, là, Tcherkassov, moi, les noms, je ne retiens même pas Racine, tellement, je suis incapable de retenir un nom propre. Alors donc, il a une barbe qui tremble, et c'est exactement le personnage du russe, vu par les c'est la barbe de bouc du russe, quoi. Mais il est caricatural presque dans son truc. Et surtout, il a des errances, il est Hamlet. Et il a un côté Hamlet. Et Staline, j'ai dit, ne peut pas accepter cette vision du pouvoir. C'est pas possible, à la fois occidentalisé, à la fois comme ça. Et en plus, ce qu'il met en place, c'est-à-dire sa garde, qui va détruire les boyards. Il faut voir ce que représentent les boyards à cette époque-là. Ils arrivent avec leurs armées, si ça leur plaît pas, ils partent au milieu de la bataille. Et lui, il crée un corps d'armée, Ivan. Et là, il est en train de représenter un danseur magnifique, hein, c'est très beau en couleur, la fin d'Ivan le Terrible. Mais lui, il dit non, attends. Ces gars-là, ils jouaient le rôle de la fondation de l'État soviétique, de l'État russe. Et toi, Et alors, j'étais sûr de ça, j'ai écrit, et il y a 15 jours, je trouve une traduction de l'anglais de la rencontre entre Eisenstein, Staline, Molotov, Janov, et j'ai mis dans le blog. Et comment il s'appelle, et c'était exactement ce que j'avais prévu. Staline a vraiment connaît, en plus, il lui dit, attends, il faut, ton tsar, il est toujours enfermé, il faut qu'il aille voir les gens. Tu gères pas un pays comme ça. Tu en as fait un Hamlet complètement traumatisé, mais il est cruel, oui, mais parce qu'il doit être cruel. Il ne peut pas faire autrement. C'est pas parce que ça lui fait plaisir, c'est un homme d'État. Il faut que tu vois, il faut que tu arrêtes d'étouffer. Ils ne peuvent pas danser comme ça, c'est pas des danseurs. Et toi, tu ne peux pas être Ivan avec tes états d'âme. Et ils discutent, et ils répondent. Alors par contre, à côté, Janov, il est complètement paumé. Mais le type, il connaît le cinéma en plus. Il sait exactement les plans qu'il faut. C'est un gars, c'est pas un imbécile. J'ai frémi, j'étais contente, parce que c'était l'interprétation que j'avais quand je voyais la manière dont il fonctionnait. Et à un certain moment, et vous trouvez ça très bien dans le livre, moi c'est ce que j'ai lu entre les lignes, dans ce qu'il rapporte dans le livre du Tsar Rouge. C'est Banque Montefiore. Montefiore, c'est Banque Montefiore. Ce livre détruit à la fois l'idée du pouvoir personnel, il détruit l'inculture de Staline, bien qu'il soit très, ils disent mais même il détruit l'idée, il y a des scènes absolument fantastiques, où on le voit, Staline par exemple, au moment du pacte germano-soviétique. Il y a, alors, Kaganovitch est juif. Et si vous voulez, ils reçoivent Ribbentrop.
pour signer le pacte germano-soviétique. Et c'est une scène fantastique. Il arrive, et comment s'appelle, Staline dit à Staline l'ennemi du Comintern. Il se porte un toast à lui-même, en se moquant de lui-même. Et il organise toute la séance de telle sorte que Ribbentrop soit obligé de porter un toast à Kaganovich. Et Kaganovich, qui raconte la scène, se marre en disant il l'a fait exprès. Et quand Ribbentrop, à notre ministre des Transports, le meilleur que nous ayons, et quand il dit, il le savait déjà. Et quand Ribbentrop lui dit à jamais, il est un peu beurré, quoi, il lui dit à jamais nous serons ensemble, etc. Et Staline lui dit, non mais attends, il se moque. Et il dit, il savait très bien que c'était un truc pour bloquer. Donc tout ça, quand vous le lisez, il y a vraiment une pression que la plupart des historiens, y compris qui instruisent à charge, ne peuvent pas tenir. C'est pareil, par exemple, dans la situation quand Staline, par exemple, quand vous avez la guerre civile, et ça c'est très très bien vu là c'est admirable, quand vous avez la guerre civile, pratiquement, ou quand vous avez l'aspect des koulaks, la lutte contre les koulaks, mais la lutte contre les koulaks, elle n'est pas menée par le parti, elle est menée par la paysannerie pauvre, qui dans tous les villages va en faire à son aise. À la limite, quand il y a le groupe des 25 000, des ouvriers d'usine, qui étaient des ouvriers d'usine, qui partent pour essayer d'organiser un peu la décolonisation, eh bien, ils sont effrayés. Parce que les types se sont vengés, ont été beaucoup plus loin que ce qu'ils pensaient. Et ça, vous retrouvez cette idée, c'est de la folie d'imaginer que l'Union soviétique s'est bâtie par la seule volonté d'un homme. Elle s'est bâtie, c'est un pays fondamentalement hétérogène, avec, quand vous voyez par exemple comment la Mongolie, où il n'y avait pas de capitale, il n'y avait que les éleveurs de chevaux, ça ressemble au premier maître, tel que le décrit, c'est-à-dire que vous n'avez pas un rapport capital comme vous l'aviez dans les grandes usines de Saint-Pétersbourg. Vous aviez un tout autre rapport qui pouvait être féodal, qui pouvait être compliqué. En Mongolie, ils ont gardé pendant un certain temps le type satrape théocratique pour pouvoir continuer tout en insufflant le parti. Ça a été un bricolage extraordinaire. Et ce bricolage, il a fallu des hommes d'une volonté mais absolue pour le tenir. Il n'y a pas une volonté, ça ne peut pas correspondre à cette image d'un pouvoir personnel qui peut tout, qui fait tout, c'est absurde. Ça ne correspond à aucune réalité. Alors, ceci étant dit, c'est pour ça que je parle de déstalinisation ratée. Je dis, je n'en sais rien. Moi, je sors de là, je ne sais pas. Hein. D'ailleurs, on va au colloque de Saint-Pétersbourg, on fait un discours avec Marianne, et on leur dit en gros, le discours est le suivant, écoutez, moi, j'y comprends rien à votre histoire, je ne sais pas qui était Staline, mais enfin, vous devriez quand même nous donner un petit renseignement, parce que tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis, on est jusqu'ici, parce que le pouvoir soviétique s'est résumé à ça, et il faudrait quand même que vous nous éclaircissiez un peu la situation. Moi, je suis prête à penser que c'était un horrible personnage, je suis prête à penser que c'est quelqu'un de très bien, mais quel est votre avis? Voilà. Donc, et mon petit-fils qui a lu ça m'a dit, en le lisant, il m'a dit, mamie, tu vas poser une question auquel ils sont incapables de répondre. Il commence à peine à sortir la tête du sac de ce qu'a été pour eux le choc de 91, et c'est exactement ça. Donc, il commence à peine à sortir la tête du sac. Bon, donc c'est ça la réalité, telle que je la vois, hein. Elle est peut-être fausse, elle est peut-être vraie. Mais je pense qu'elle est beaucoup plus enthousiasmante parce qu'elle nous donne à tous les moyens, non seulement de repenser des moments douloureux de notre propre histoire, parce qu'on l'a tous pris, mais en même temps de penser l'avenir autrement. Et ça, c'est ce qui est fondamental peut-être dans la démarche qu'on a souhaité avoir. C'était l'idée que si vous enlevez à un individu sa mémoire,
C'est pareil pour un groupe social, vous l'empêchez d'agir. Vous le frappez d'inertie. S'il n'a pas son passé, il est incapable de penser son présent et son avenir. Et on a fait ça aux communistes, d'une certaine mesure. On les a rendus incapables de penser leur passé, leur présent, leur avenir, quoi. On les a détemporalisés en quelque sorte dans leur action. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce donc moi, ce que je pense, c'est que c'est pas du tout, je ne viens pas vous dire, je sais qui était Staline, ou on sait ceci. J'essaie de vous multiplier les points pour déstabiliser. Et pour qu'on s'offre tous ce travail collectif, tout d'un coup de reprendre notre travail. Alors, l'hypothèse, j'ai deux choses encore dernières, et puis après j'arrêterai sur ces deux dernières choses qui me paraissent importantes à dire par rapport à ça. La première chose, c'est que il faut voir que si les Russes n'ont pas la même vision que nous, c'est un peu comme... c'est parce que l'image d'une révolution est peut-être fondamentalement tronquée. On en fait ce qui est vrai, une lutte à mort, etc. On en fait des trucs comme ça. Mais on n'en fait pas les formidables opportunités que ça offre aux individus. Par exemple, je donne souvent l'exemple de l'armée napoléonienne. L'armée napoléonienne, c'est une armée de fils de tonneliers, c'est une armée de gens qui étaient des gens même pas de la bourgeoisie, c'était des prolos, quoi, souvent, l'armée napoléonienne. C'était des gens issus de la toute petite bourgeoisie. C'est par des officiers. Des officiers. C'est des tout petits bourgeois, quoi. Donc le maréchal Ney, les trucs comme ça, tu vois. Donc ces gens-là, il y a eu une formidable opportunité. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que les gens qui sont désormais russes, ils sont nés de ça. Ils sont nés tout d'un coup d'une formidable mutation. Il y a eu une accélération de l'histoire, une accélération de la vie des hommes qui ont complètement transformé. C'est-à-dire que nous avons eu une progression, comme nous avons eu les 30 Glorieuses, où tout d'un coup tous nos enfants avaient des espérances, etc. Il y a eu une progression qu'on a complètement gommée et qui est très importante pour comprendre la mémoire russe. La mémoire russe, c'est la mémoire de quelque chose qui a été le temps des opportunités. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un phénomène que pour la France, quelqu'un comme Louis Chauvet a très bien écrit, qui est la mobilité descendante. C'est-à-dire que tous nos enfants, alors que nous, dans une génération, nous sommes passés des ouvriers aux profs d'université, quelquefois, là, ou des paysans aux profs d'université, là, nos enfants, par de bizarres hasards, se retrouvent en mobilité descendante. Et c'est encore plus vrai en Russie, où pour tenir leur statut de prof, ils doivent assumer des fric, des trucs, etc. Ils n'ont plus le temps pour garder simplement le niveau. C'est-à-dire que nous sommes en pleine mobilité descendante avec une catastrophe pour la paysannerie et pour tout. Donc nous sommes dans des phénomènes démographiques qui pèsent sur les individus sans que la conscience en soit toujours aussi forte, mais qui sont très fortes en fait. Donc je propose un travail sur les mobilités générationnelles pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Enfin, ça c'est et mon dernier point, je vais terminer là-dessus, après je passe la parole à Marianne. Mon dernier point, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qu'analysait très bien Marx, et il a analysé à propos, il avait un personnage qu'il détestait, qui était Garibaldi. Il avait une haine profonde pour Garibaldi, parce qu'il le trouvait, quand on a vu le Guépard, on a tout compris, c'est-à-dire que ce mec a donné la truc au roi, quoi, après la marche, etc. Donc il disait, ce type, tout le monde adorait Garibaldi, il arrive à Londres, tout le monde chante Garibaldi, etc. Il en a marre de Garibaldi. Donc il dit, ce type est un lâche. Celui qui était un vrai combattant, c'était Spartacus. Lui, il a tenu pendant 4 ans sur les collines, et quand Spartacus a été mort, le mode de production esclavagiste était mort, même s'il a tenu encore. C'est-à-dire que quelque chose s'était passé qui à un certain moment est allé jusqu'au bout du refus. Et c'est la même chose pour Robespierre.
Si on ne pardonne pas Robespierre, c'est que Robespierre est allé... Alors, c'est un phénomène très important. Et là-dessus, il faudrait, mais je n'ai pas le temps, il faudrait que je vous fasse part de toute une réflexion qui me travaille, qui a été celle de l'école de Francfort, qui a été celle de Walter Benjamin sur l'histoire. C'est-à-dire, si vous voulez, quand est-ce que il y a un refus de l'ordre ancien tel que cet ordre est devenu désormais impossible. Robespierre, il est décapité, il a perdu, mais la féodalité est morte après Robespierre. Les Hurons ont beau revenir, c'est fini. La féodalité est morte et ça va être de la guerre de mouvement à la guerre de position, et comme disait Gramsci, mais on va passer à autre chose parce qu'il y a eu un non, quelque chose qui est allé jusqu'au bout, et l'histoire continue à travailler à partir de cette donnée. Donc, je crois que nous sommes dans un temps beaucoup plus long que ce qu'on le croit. Nous sommes des éphémères, et le temps de l'histoire a des temps longs. Donc, si vous voulez, le passage de ce refus qu'a représenté justement Lénine et Staline est tel qu'il continue à travailler. D'une certaine mesure, l'existence d'un contrepoids a peut-être donné du souffle encore au capitalisme. Et je continue à travailler sur à la fois ces traces et ce qui ressurgit, c'est ce qui anime mon blog. Et je pense que, donc, il y a un formidable... Si on voulait reprendre, non pas, je suis loin, vous le voyez, d'une géographie, est-ce qu'il était un saint, est-ce qu'il était un ceci, etc., etc. Non, je propose qu'on essaie de comprendre le rôle qui a été joué et comment, si vous voulez, il organise en quelque sorte des impossibilités de retour en arrière. Voilà. À toi. Bon, je crois que Daniel a magnifiquement expliqué en fait la raison pour laquelle Staline est toujours mis en premier dans les enquêtes d'opinion des Russes. Pourquoi c'est un grand homme? En fait, c'est cette rupture qui a été réalisée en URSS. Peut-être plus que Lénine. Lénine, c'était la révolution, peut-être une révolution comme il y a eu la révolution française, il y a eu la commune, c'était le moment révolutionnaire, mais celui sous lequel s'est édifiée la première expérience socialiste, c'est Staline. Alors il y a une chose, Daniel dit que dans le livre, elle cherche à un peu petit à petit déstabiliser, enfin essayer de faire repartir toutes sortes de préjugés, de fausses idées qu'on a sur Staline les unes après les autres. Mais en fait, nous aussi, quand on a fait nos voyages, on a été au début quand même si on a nos propres idées, on a quand même été à chaque fois assez étonnés de ce que nous voyons. Et on n'était pas parti pour faire un livre sur Staline au départ. Même si Daniel, dans ses bagages, avait déjà des livres, les livres sur Staline. Mais c'était pas la première idée. De même, le premier livre, URSS 20 ans après, on est parti en Crimée. Ensuite, on est parti à Odessa, grâce à Monica, pour rencontrer les mères des victimes de l'incendie dans la maison des syndicats. On est parti en Crimée après le référendum pour nous rendre compte sur place. Et en fait, quand on parlait avec les gens, c'était presque un jeu au départ. C'est qu'est-ce qu'ils vont nous dire sur le rattachement de la Crimée à la Russie. Et on avait bon à tous les coups. On essayait de chercher la personne qui... on en a trouvé d'ailleurs, hein, c'était nécessaire. Et pareil, dans ce voyage l'été dernier en Russie, on a orienté nos questions un petit peu différemment, mais on posait des questions sur Lénine, parce qu'il y a partout des monuments à Lénine, et sur Staline.
Et c'est vrai qu'on n'a jamais rencontré d'opinion défavorable. Et il y a une chose sur laquelle il ne faut pas qu'il y ait de malentendus, parce qu'en France, on nous fait croire, on sait un petit peu que Staline est vénéré là-bas, on ne comprend pas pourquoi, et on essaie de nous faire croire que c'est l'influence de Poutine, de l'influence des médias, de la télévision, etc. C'est exactement le contraire. Parce que la télévision, toutes les chaînes, qu'elles soient publiques ou privées, sont incroyablement anticommunistes et anti-soviétiques. Alors, bien sûr, il y a les films, parce que les Russes d'aujourd'hui adorent le cinéma soviétique, et en fait, ils réclament et passent sans cesse des films soviétiques. Mais pour tout ce qui est les débats, les idéologues, les historiens qu'ils font intervenir, c'est toujours à charge. Donc c'est absolument pas à cause d'une propagande d'État qui serait en faveur de Staline. Sur la déstalinisation, bon, ratée chez nous, elle a été ratée aussi dans l'URSS, puisque en fait on ne parlait plus de Staline, on ne pouvait plus en parler. Moi j'étais étudiante en URSS en 1974, et une fois j'étais chez un étudiant, et puis tout d'un coup il ouvre un tiroir, il le referme vite, et c'était un portrait de Staline. Mais c'est tout, on ne peut pas en parler. Et une autre fois, on visitait le VDNK, l'exposition de réalisation de l'économie nationale, qui est en train d'être rénovée et qui va être inaugurée en grande pompe cette année 2018 par Poutine, parce que, en fait, de quoi ils peuvent s'enorgueillir? De tout ce qui a été créé à l'époque soviétique. Il n'y a pas grand-chose qui a été créé aujourd'hui. Et donc, nos amis étudiants nous montrent sur un mur les restes d'une inscription monumentale sur un des murs, qui était une citation de Staline. Et en fait, ça se voyait, on voyait la trace sur le mur des lettres qui avaient disparu. Et d'autres amis m'ont raconté aussi qu'ils entendaient une conversation entre deux adolescents dans le bus. Il y en a un qui disait à l'autre, mais en fait, Staline, peut-être qu'il n'a jamais existé. Et donc, on n'en parlait tout simplement pas. Donc, c'est cette grande victoire de la déstalinisation, qu'enfin on a renversé le tyran, etc. Mais ça rime à quoi si on ne peut pas faire le travail, il n'y avait pas de livres, de débats dessus, etc. Le Parti communiste le KPRF de Russie, ils mettent sur leur site un portrait de Staline. Mais ce n'est pas leur dieu, leur demi-dieu ou quoi que ce soit. Hein. Zyuganov a dit une fois qu'il souhaitait s'exprimer comme s'expriment les Chinois au sujet de Mao Tse-tung, on a tranché, on a réfléchi, on a dit que dans son œuvre il y a 70% de bons et 30% de mauvais. Bon, faisons la même chose pour Staline. Et pourquoi il y a un portrait de Staline, bon, si vous allez voir sur le site du KPRF, c'est un comité anticorruption du nom de Staline. Donc c'est juste une fraction de leur travail sur Staline. Et c'est vrai que peut-être qu'ils y sont revenus aussi parce que quand ils ont reçu ce grand coup de massue des années 90, ils se sont demandé qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment on a pris le mauvais chemin, à quel moment il y a eu cette bifurcation. Donc dans un premier temps ils ont pensé à ça, mais c'est bien plus compliqué. C'est bien plus compliqué, évidemment. Et eux-mêmes, les Russes d'aujourd'hui, ont un chantier énorme devant eux. Et souvent, quand il y a des rencontres internationales avec des communistes russes, on leur demande, mais bon, qu'est-ce que vous avez merdé, enfin, pourquoi vous avez détruit l'URSS? Mais eux, ils nous renvoient la question aussi. Ils disent c'est à nous tous de réfléchir à ça. Et donc il y a un travail énorme à faire. Une autre chose, c'est une mise en garde contre la littérature, disons. On parlait de Sveton tout à l'heure. Bon, je viens de finir Vie et Destin de Vassili Grossman. Je l'avais jamais lu avant. Je me suis farci, excusez-moi, tout l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn. Par acquis de conscience, j'ai lu toute la littérature anti-soviétique, j'ai lu tous les dissidents, j'ai lu tous ceux qui étaient en prison. Et là, je viens de lire Vie et Destin. Mais on ne peut pas
à travers la littérature, comprendre ce qu'a été l'expérience de l'URSS, ce qu'a été l'URSS. C'est la vision d'un écrivain, c'est tout. Et pourquoi j'en parle aussi, c'est parce que sur le blog, il y a eu un commentaire sur Franck, voilà, et qui dit oui, je te conseille si tu l'as pas lu. Bon, oui, on peut le lire. À mon avis, c'est moins instructif que Svetlana Alexievitch, qui elle fait un travail de sociologue et trouve les traces de l'homme rouge dans ses livres. Et c'est un peu dépassé à mon avis. Ça a été écrit vers 1960. Idéologiquement, c'est dépassé et on sent que il est influencé par des théories occidentales sur les jumeaux totalitaires, comme disait Alleg, le totalitarisme, le communisme, le fascisme, etc. Et on sent qu'il a des pages entières qui sont simplement de la théorie et qui recopient des choses qu'on a dit par ailleurs. Et il n'a pas vécu, lui, les répressions staliniennes. C'est pas un documentaire, c'est un roman. Et c'est vrai qu'on a tendance, et dans la mesure justement où il reprend des idéologies qui sont proches des Occidentaux, c'est quelque chose qui est très bien reçu en Occident parce que forcément on est en terrain connu. Donc on comprend ce qu'il dit. Et je pense qu'il faut énormément, je ne dis pas qu'il ne faut pas les lire, mais il ne faut vraiment pas le prendre comme du bon pain. Par exemple, sur l'Ancien Régime, dans Vie et Destin, il cite simplement des vieilles personnes qui avaient été une vieille servante et que comme si le maître était gentil, etc. Mais jamais il ne parle des famines, par exemple, qu'il y avait au XIXe siècle. Très régulièrement, la question sur les kolkhozes revient, sur la collectivisation, mais ce n'est pas un historien, c'est pas un analyste. Et il ne dit pas ce que dit par exemple Annie Lacroix-Riz, que c'est quand même grâce à la collectivisation que cette plaie des famines qui revenait régulièrement tous les 10 ans a été éradiquée. Donc, voilà, dans la littérature, il y a à prendre et à laisser. Maintenant, je voudrais parler un petit peu des rapports avec nos amis communistes russes encore. Moi, je ne suis pas ni historienne, ni sociologue, je suis juste linguiste. Donc, quand je vais dans un pays, j'essaye de devenir comme une personne de ce pays. C'est-à-dire, pour bien comprendre la langue, il faut penser de l'intérieur. Donc, de devenir russe, et c'est vrai que je suis quasiment devenue russe. Et quand je suis en Russie, je me sens russe. Quand je suis en Chine, je me sens chinoise. Et j'arrive à intégrer cette identité. Mais je n'ai pas lu beaucoup de livres et je n'ai pas toutes ces grilles d'analyse. Et donc, j'avais vraiment à cœur d'être amie avec les communistes russes. C'est pas très facile vu tous les malentendus qu'il y a eu entre nous depuis Panorama de Mariov, etc. C'est-à-dire que en tant que parti communiste, et vu que nous on a donné un petit peu dans l'eurocommunisme, etc., il y a quand même une certaine méfiance, on ne devient pas amis d'emblée. Et comme c'était 2017 et qu'il fallait quand même marquer l'anniversaire de la Révolution d'octobre, on a essayé avec Daniel l'année dernière, au mois de juin, de rencontrer un député russe à Moscou. Et ça n'a pas toujours été facile. Et c'est un petit peu tardivement que j'ai eu ce contact avec Tatiana Desiatova, qui est membre du comité central, ça tourne pas mal, et qui est une responsable communiste à Moscou. Et c'est elle, avec un ami, qui a décidé d'elle-même de créer ce qu'ils ont appelé Interbrigade, des brigades internationales, à l'occasion du centenaire de la Révolution d'octobre. Parce que depuis 2 ans, 2 ans auparavant, elles ont reçu des demandes du monde entier, avec l'annonce de 200 personnes qui viennent d'Argentine, 150 personnes qui viennent du Brésil, et puis ça montait, et du monde entier, d'Italie, d'Espagne, de Chine, de Grèce, de Palestine, de partout. Et donc ils se sont dit qu'ils avaient besoin d'une organisation. Et on a eu seulement à partir du mois de septembre ces informations qui étaient données en anglais, en italien et en espagnol, et pas en français, et en russe évidemment. Et on est entré
dans le circuit. Et avec aussi grâce à nos amis de Vénissieux qui m'avaient demandé, mais depuis plusieurs mois, d'établir des contacts. On a commencé au printemps. Je suis enfin tombée sur les bonnes personnes et nous avons fait une délégation de 18 Français, principalement lyonnais, à Moscou. Et c'était vraiment une expérience extraordinaire. Donc je ne peux pas tout raconter. Il y a des vidéos. Vous allez sur le blog qui s'appelle Le Vénitien, qui est le blog de Vénissieux, et vous verrez toutes les manifestations sur la place rouge, la visite du tombeau de Lénine, on passe devant la statue de Staline, la gerbe de fleurs, la tombe du soldat inconnu, la statue de Zhukov. Et ensuite, comment tous les musées, les communistes russes nous ont préparé un programme fantastique avec des musées quasiment gratuits qui même normalement étaient fermés ces jours-là, qui ont été ouverts spécialement pour nous. Ce sont des musées d'excellente qualité. Donc même si c'est plus le 100e anniversaire de la Révolution d'octobre, essayez d'y aller parce que franchement, pour entamer un travail de recherche sur l'URSS, il y a toutes les clés sont là-bas. Et une chose qui m'a beaucoup touchée, c'est la visite d'un musée de la Révolution de 1905, de Krasnaya Presnya. C'est un faubourg ouvrier de Moscou. Et un musée a été créé là, à l'époque soviétique. Et le clou de ce musée, c'est un diorama, c'est-à-dire un grand panorama en peinture et sculpture, avec musique, lumière, etc., et avec le récit des événements d'une journée de l'insurrection de 1905, et qui est entré dans le livre Guinness des records parce que c'est le plus grand d'Europe, je crois. Donc ça a été créé vers 1984, je crois, la vraie date. Donc c'était juste avant Gorbatchev, c'était vraiment juste avant la chute de l'URSS. Et on sent quand on est dans le noir, on est comme au cinéma, et c'est vraiment très prenant parce que on sait qu'aujourd'hui les communistes n'ont plus le pouvoir, on sait qu'il y a cette oppression que l'on ressent dans le monde entier. Et on se sent du côté de ces révolutionnaires qui se battent, qui sont sur les barricades. Et ça a été créé, ça a été voulu par des soviétiques juste avant la chute de l'URSS. Donc on s'interroge, les soviétiques s'interrogent aussi comment la destruction de l'URSS a été possible. Mais je crois qu'il ne faudrait pas avoir des jugements trop rapides et dire par exemple que les dernières années de l'ère Brejnev c'était déjà la fin, etc. Parce que certains vous donneront des preuves que c'était pas du tout le cas. Et la thèse de beaucoup de Russes d'aujourd'hui, c'est la chute de 91 a été un hasard, mais qu'il y a eu énormément d'interventions étrangères d'abord et ensuite de complot, quoi, un petit peu comme une révolution orange, et qu'il y a eu l'effet de surprise. Et voilà, et sans compter tout ce que vous ne savez pas, c'est-à-dire les gens qui sont morts en 93 sous les obus, etc. Parce qu'il y a eu une manifestation de plus d'1 million de personnes dans Moscou quand Yeltsin a finalement décidé de fermer le soviet, le Parlement. Oui, la Maison Blanche, oui. Voilà. Oui, d'ailleurs, pour correspondre à ce que dit Marianne, il y a un chapitre dans le bouquin qui est un cas d'étude sur la manière dont l'Azerbaïdjan a été le rôle des monopoles étrangers. Et c'est une étude complète sur la manière dont ils prennent le pouvoir à la fin. Et je pense qu'une des conclusions du livre qui est esquissée, vous avez aussi la position de nos camarades chinois sur la chute dans le livre, dites un peu qu'est-ce qu'ils pensent comment ils analysent cette chute. Et si vous voulez, je pense qu'il y a quelque chose. Alors, bien sûr, pour eux et pour nous tous, c'est Eltsine, Gorbatchev, etc., qui sont à l'origine de la fin. C'est eux les coupables. Mais il y avait des germes. Et si vous voulez, dans le débat, on y reviendra sur les germes. Mais il y a aussi le fait, moi, qui m'apparaît, c'est que
s'il n'y avait pas eu l'intervention étrangère des monopoles étrangers, en particulier des monopoles du pétrole comme BP et tout ça, qui sont intervenus, ils auraient pu créer des désordres avec des prises de pouvoir de petits malfrats, etc., des formes corrompues, des formes mafieuses, mais pour arriver à renverser l'Union soviétique telle qu'elle était, il fallait vraiment l'intervention des monopoles étrangers avec l'intervention de la CIA, tout ça, mais il ne faut pas exclure, et je vous conseille, ce chapitre, il est un peu plus difficile que les autres, mais il joue un rôle essentiel. Et c'est un peu ce sur quoi on devrait aussi réfléchir, c'est-à-dire, et par exemple, comprendre la question chinoise aujourd'hui comme aussi une manière d'essayer de comprendre comment ça se détruit, quoi. Et comment il faut à un certain moment, y compris parfois jouer pour casser les monopoles qui se sont instaurés, qui peuvent être alliés avec les monopoles étrangers, casser à l'intérieur de l'appareil d'État. Et jouer presque la privatisation contre le monopole d'État, quand le monopole d'État est à deux doigts de s'entendre avec les monopoles étrangers. Parce que quand vous avez des secteurs entiers qui sont plus importants que l'État lui-même, ça pose tout un problème. C'est toute une série de questions. Vous verrez en lisant, si vous le lisez, ceux qui l'ont lu, il faut chaque fois se poser un peu... rien n'est figé. C'est-à-dire, il faudrait que ça soit l'occasion de recherches qui se multiplient. Et ça a commencé, c'est énorme, ce qui se fait déjà. Simplement, ça se fait en cachette. Voilà. Il y a peut-être maintenant, on va peut-être passer au débat. Bravo, mesdames. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur, déjà. Alors, vous avez évoqué Sévère Montefiore, et moi je suis resté très frappé en lisant Le jeune Staline de Sévère Montefiore, parce qu'il m'a changé complètement l'idée à propos du rapport à la lecture qu'il y avait Staline, mais constamment. C'est-à-dire que, par exemple, on voit comment Sévère Montefiore fait une récréation du Staline, par exemple, pendant la greffe dans les champs de pétrole de Bakou, par exemple. Et pratiquement, on trouve cet homme qui est constamment lié à des bouquins, à des livres, totalement, etc. Vous avez raison, c'est le grand apport de ce livre. Oui. Et même malgré le fait que, bon, je crois que Sévère Montefiore, malgré tout, a eu ce mérite de pouvoir faire un effort d'objectivité, entre guillemets, en cassant un peu cette construction propagandistique qui a été faite pendant toutes ces décennies. J'ai juste une petite incise, excuse-moi, je vais te rendre. Je fais observer au public que la plupart des historiens dont on a parlé sont anglo-saxons. C'est important parce qu'en France, je ne sais pas, les jeunes générations ne peuvent pas mesurer l'état de nullité consternante qui touche à l'abjection pour certains de notre école historique. Évidemment, il y a des exceptions comme Annie, etc. Bon, que vous connaissez, mais je crois qu'on a quand même les anticommunistes de tous bords, hein, des gauchistes à l'extrême droite, les plus gratinés au monde en France, et on les retrouve dans le délabrement total de l'université française, et en particulier dans les départements d'histoire, et en particulier là-dessus. Hein. Alors là, il ne faut pas confondre. C'est que tu as eu Non, je m'inscris en faux. Tu as eu deux phénomènes qui sont dans l'université, qui ont été créés dans l'université. Tu as eu un passage à l'intellectuel médiatique, qui est souvent pas un universitaire besogneux, et tu as par contre des thèses souvent remarquables que tu peux exploiter, qui sont différentes. Et par contre, ce qu'il y a, c'est que les carrières se font à flécher.
Moi, j'étais au comité national du CNRS pendant de nombreuses années. C'est-à-dire qu'on faisait les programmes. Et on voulait nous faire flécher. C'est-à-dire que il faut que plus tu fais des petits objets partiels, plus tu fais des objets, par exemple les cafés, la fréquentation des cafés, on te donne des crédits. C'est un peu l'Institut de la mémoire comme en Pologne, tu vois, on te donne des crédits suivant ce que tu fais. Et il y a des choses pour lesquelles tu n'auras aucun crédit. Et par ce biais-là, tu es... mais il y a encore des ressources universitaires qui sont encore ignorées et qui sont complètement méprisées par les intellectuels médiatiques qui ont envahi qui sont nuls. Quand tu vois par exemple la catastrophe globale qu'a pu représenter quelqu'un comme Bernard-Henri Lévy, on rigole tous, mais même... C'est quand même à Stéphane Courtois qu'on demande de faire une bio de Lénine. Attends. Cette année, quand même. Voilà. Il y a mieux dans le genre, même un type comme... comment ça s'appelle, même Michel Onfray. Michel Onfray, qu'est-ce que tu veux, c'est le Bernard-Henri Lévy d'ailleurs il lui ressemble. Non, mais ils sont en compétition depuis longtemps tous les deux. Donc tu as le même marché. Tu as une espèce de retour de l'idéologie du best-seller. Et tu as par contre des travaux, moi je me suis amusé, justement l'affaire de l'Azerbaïdjan que j'analyse, c'est une thèse d'un brave mec qui s'est payé une thèse, alors c'est pas rigolo à lire, mais tu trouves de ces perles là-dedans. J'ai décomposé, j'ai gardé l'essentiel, mais c'est pas l'essentiel, ce qui peut être le plus parlant, quoi, qui est la trame. Mais il y a des travaux, il y a des gens qui sont très disposés à travailler autrement. Hein. Oui. On ne va pas développer trop ce point. Il y avait Emery qui voulait dire quelque chose, mais ce que je voulais dire, c'est pas ça. Hein. C'est sur la question du stalinisme, du communisme, de tout ce qui s'ensuit de la guerre froide, en France, c'est quand même assez terrifiant. Hein. Ça, tu as raison. Je veux dire, je parle de l'appareil académique. Et ça, c'est très bien vu là. Voilà, bien sûr. C'est un problème politique. On a vraiment le Guinness des records. Hein, le rééquilibrage de la gauche, il a empêché que les communistes viennent au pouvoir. Et de débilité, d'incompétence en matière, en particulier historiographique, je crois qu'en France, on a le record du monde maintenant. Hein. Voilà. Bien. Alors, attends, monsieur voulait poser une question avant. Là, je te passe la parole tout de suite après. Oui. Daniel, il y a quelque chose que tu as dit, notamment à propos de Robespierre, mais à propos d'autre chose, c'est qu'à partir d'un moment donné, on est obligé de faire autrement dans un processus de transformation. Et je le vis aujourd'hui par rapport à toute ton introduction sur le Parti communiste français. Et je trouve absolument génial ta réflexion sur la carte vitale. Je pense que tout le monde devrait demain aller, quand il présente sa carte vitale chez son pharmacien, je vous présente la carte du parti. Oui, ça serait pas mal, oui. Je tenterai l'expérience. Ouais. Compte tenu de certaines choses qui s'écrivent en ce moment sur l'œuvre de la sécurité sociale, parce que l'on sent bien aujourd'hui que l'un des enjeux, c'est de perdre ça. On le sent chez les gens. Alors, moi, tu as parlé de l'Azerbaïdjan. Il y a plusieurs choses qui montrent qu'il y a une... Alors, il y a la volonté des gens, mais on se demande s'il n'y a pas un développement des phénomènes qui aboutit à une situation où il faut que ça change, effectivement. Alors, j'ai eu l'occasion de parler avec des responsables idéologiques catholiques et même de l'UDR à un moment donné, en 70, et il y a eu une catastrophe qui s'est passée dans la pensée occidentale. C'est l'abandon par les États-Unis des accords de Bretton Woods.
en 71 ou 72. Hein. Et Ça, cela dans les termes de l'échange international le temps d'or. par rapport à la notion de valeur du travail était fondamentale. Et peut-être il y a quelque chose qui a démarré à ce moment-là. Et j'ai eu le plaisir, il y a 2-3 jours, d'aller à une conférence de Mme Carrère d'Ancos au ministère des Affaires étrangères, à propos de son livre De Gaulle-Staline, où elle a dit, à propos, et très extraordinairement, elle a parlé pendant le tiers de sa conférence des questions entre Staline, De Gaulle et le Parti communiste français. Et elle a dit, sur les problèmes de l'évolution, il y a une période, c'est 1970 par là. Il s'est passé quelque chose. Je fais revenir ça sur Bretton Woods, le changement sur les rapports marchands, par rapport à ce que tu disais sur l'Azerbaïdjan, c'est à prendre en considération, à mon avis. Plus, il y a une chose que je voulais dire, que je n'ai pas dit souvent, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a un problème qui est lié, à mon avis, à la Constitution, à la Constitution soviétique de 1977. Où tu t'aperçois que cette Constitution, que nous avons encensée dans la littérature occidentale, disant que c'était une avancée vers la démocratie, mais là où ce n'est pas une avancée sur la démocratie, peut-être sur la démocratie parlementaire et tout ce qu'on voit, sur la démocratie représentative, mais c'est une structure juridique qui met le parti sous la coupe de l'État. Ah oui. Quand vous le lisez bien qu'il y ait une phrase sur le noyau de la démocratie soviétique, etc., c'est le Parti communiste de l'Union soviétique, quand vous regardez la totalité, non, c'est l'appareil d'État qui prend le pas sur le Parti communiste de l'Union soviétique. Et je reviens à une question de Staline, et ce qui s'est passé avec Eltsine en 91, Eltsine avait une légitimité sur la Russie. Il n'y avait pas de parti communiste russe. Il n'y avait qu'un parti communiste de l'Union soviétique. Il y a eu un problème là, à mon avis, fondamental de légitimité, et de légitimité au sens robespierriste du terme, sur ce qui s'est passé. Et à mon avis, il y a eu un problème là, puisqu'à un moment donné, dans les années 70, au début des années 70, quand il y avait déjà des problèmes qui se posaient dans les républiques du Sud, et il y a eu une conférence entre le Parti communiste et les organes religieux des républiques musulmanes. Et mon ami catholique, qui me disait, là, ils ont perdu parce que le Parti communiste s'est considéré comme l'égal de la religion islamique. Ah, intéressant. Voilà, Ouais, un certain nombre de choses que je voulais dire. Et une anecdote par rapport à l'État et le parti. J'ai fait un voyage en 1978 à Gorky. Et à un moment donné, j'étais le seul russisant de la bande. Et à un moment donné, il y a une discussion qui s'embarque. Je dis au chef de délégation, François Assensi, occupe-toi des autres, il y a un document sur la table qui m'intéresse beaucoup. C'était une pile de documents, les mêmes, des brochures, qui représentaient tous les cahiers de doléances de la dernière campagne électorale de toute la région de Gorky, sur un document comme ça. Eh bien, ce qui montre qu'il y avait une certaine démocratie qui fonctionnait, mais le choix de faire ça, et de tenir compte des désirs de la population, et que le parti ne faisait pas ce qu'il fallait, il y a eu un problème, à ce moment-là, de développement, peut-être de la démocratie, des moyens,
Mais aujourd'hui, par rapport à le retour en arrière qui n'est plus possible, c'est que, par exemple, je vais très vite, hein, une situation que nous connaissons, spatiale, la conquête spatiale, avec Thomas Pesquet aujourd'hui, n'aurait pas été possible sans l'apport considérable de l'Union soviétique avec l'industrie aérospatiale. Voilà. Vas-y. Alors, je m'appelle Monika Karbowska, je voulais remercier Daniel je pourrais remercier pour beaucoup de choses, mais surtout de m'avoir fait lire les textes de Staline. Là, franchement, je crois que c'est la première fois de ma vie que je l'ai fait, et pourtant j'ai fait des études d'histoire. Et j'ai été aussi bluffée, je me dis, mais comment on peut peindre en noir un personnage qui a une personne qui écrit aussi bien et des choses aussi justes, pour le peu que j'en ai lu. Donc moi, ça me donne envie de continuer à effectivement voir les choses autrement, et même carrément remettre en cause toute cette chronologie qu'on nous apprend quand on fait des études. Alors il y a eu la Révolution, puis après il y a eu le tyran, après il y a eu la déstalinisation, puis après la stagnation, puis après Gorbatchev. En fait, il faut mettre tout ça à la poubelle et essayer de se dire qu'il faut vraiment comprendre les choses autrement et de l'intérieur, en fait. Voilà, ça nous permettra aussi de nous sortir de notre propre vision du capitalisme aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est ce que moi j'essaye aussi. Donc voilà, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais juste ajouter par rapport à la recherche historique, c'est qu'il ne faut pas oublier que ça fait 20 ans qu'on ne finance plus les recherches, en fait. Moi-même, j'ai été quand même doctorante en histoire. Ça dépend lesquels. Sur l'histoire de... Enfin, je parle sur l'Union soviétique ou sur les pays de l'Est. Hein. Moi, j'étais boursière du gouvernement français et j'ai commencé un doctorat sur la Pologne populaire, sur les années 60, et les relations entre la Pologne populaire et la France gaulliste. C'est quand même la France qui a elle-même coupé d'elle-même cette bourse, Absolument. Non seulement m'empêchant moi de faire cette recherche, mais empêchant quiconque de la faire finalement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a rien tout simplement. Enfin, il n'y a rien et on en est voilà, on est abonné à oui, toute cette... Il n'y a rien oui. spécifiquement dans ce cadre oui, historiographique-là, c'est-à-dire sur l'Union soviétique, le communisme... Exactement, en France notamment. En France, parce que même en Pologne, et Dieu sait que la Pologne, hein, ça va vraiment très mal, hein, mais même là, dans les universités, il y a d'obscurs jeunes chercheurs qui font des études sur des maîtrises, des thèses sur les communistes polonais, comme Julian Marchlewski par exemple, hein, qui avait négocié du côté de Trotsky avec Piłsudski en 1920, sur la vie quotidienne en Pologne populaire. Il y a beaucoup de choses mais qui ne sont jamais traduites. Absolument impossible de faire traduire un historien polonais, même de droite, parce qu'il y a aussi des historiens de droite qui par exemple analysent la façon dont Solidarność a été financé par des fonds américains transitant par la France. Ces gens-là ne sont pas traduits en français, alors qu'ils ont même travaillé sur les archives françaises, comme par exemple une chercheuse même Geoffrey Roberts, qui est quand même une autorité anglo-saxonne, son livre sur les guerres de Staline, qu'il espérait voir publié par Fayard ou Dieu sait qui, eh bien, il a fallu que ce soit Delga qui le publie, hein, qu'il fasse traduire. Oui, et justement, et là-dessus, je pense que là où tu as touché du doigt en introduisant le débat, c'est que pourquoi il faut absolument que la France soit mise sous ce joug, quoi, quelque part. Hein, parce que même si en Pologne, on arrive à faire des recherches qu'on n'arrive pas à faire en France, c'est que quelque part, idéologiquement, on veut absolument soumettre la France intellectuellement à cette espèce d'idéologie du totalitarisme, en fait. Et là, du coup, je pense qu'il ne faut pas simplement remettre en cause... Christopherson l'a très très bien montré voilà, dans ce travail historique. Du coup, c'est bien de remettre en cause d'autres choses, genre mai 68 et tout ce qu'on aura. Moi, par exemple, j'ai redécouvert ça sur mai 68. C'est un juif polonais, Pierre Goldman, fils de communiste, et sa vision extrêmement critique de mai 68, que moi, je n'avais pas compris quand j'avais 20 ans. Et là, je comprends très très bien maintenant. Je vais passer, mais Aymeric voulait dire quelque chose. Je vais passer mon travail d'éditeur et un peu présenter aussi le livre, parce qu'on en a eu un bon aperçu à travers la méthode dont a parlé Daniel. C'est cette attention aux différentes strates historiques qui constituent un peuple, qui constituent y compris notre mémoire de communiste, d'un point de vue international. Et ce que je veux dire, parce qu'on parle aussi il y a ce rapport de critique vis-à-vis de l'ensemble des historiens, ce qu'on en fait, quoi que puissent faire les historiens, quoi qu'on puisse traduire, il faudra toujours raisonner en marxiste. C'est bien le gros défaut du rapport Khrouchtchev, mis à part le fait qu'il s'appuie sur Pospelov, c'est-à-dire un nombre de réhabilitations à la chaîne sans apporter aucune preuve tangible. Mais il y a surtout, c'est qu'il y a un manque d'intelligence marxiste, un manque de marxisme complet dans ce texte et qui explique en grande partie la catastrophe. Et ce que je voulais... Quand Marx dit que l'essence humaine, c'est l'ensemble des rapports sociaux,
c'est pas, ça a été très bien analysé par Lucien Sèvres, et Althusser avait balayé ça d'un revers de main. Il avait dit, il avait appelé ça, c'est l'excentration de l'essence. L'essence n'est pas, il n'y a pas une essence métaphysique, une sorte de quiddité. Il y a une essence qui est un rapport de production, qui est c'est les forces productives. L'essence humaine comme rapport social, c'est quelque chose qu'il faut comprendre si on veut comprendre ce qu'est l'URSS, si on veut comprendre ce qu'a été l'histoire du communisme, et justement ce qu'on fait actuellement, il faut comprendre d'où on vient. Il faut comprendre qu'elle est, parce que ça nous constitue aussi comme essence. C'est pour ça que je lutte contre le trotskisme mental qui consiste en fait à penser que l'histoire de l'URSS est un complet mensonge, c'est-à-dire un retournement. Je ne suis pas d'accord avec ça, pas simplement parce que je veux refaire la guerre entre les guelfes blancs et les guelfes noirs. De ce point de vue-là, c'est complètement forclos, ça n'existe plus, ces querelles-là. Mais simplement parce que je refuse d'un point de vue strictement méthodologique de raisonner comme ça. Penser que des gens arrivent pour faire exactement le contraire de ce qu'ils annoncent. Chez Hegel, il y a le fait que le phénomène exprime toujours une forme d'essence. Mais ce qu'apporte Marx par rapport à la notion d'essence chez Hegel, c'est que l'essence n'est pas simplement une quiddité, l'essence est rapport de production. Et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement la démarche à la fois sociologique, littéraire, historique et en même temps sur le terrain de Daniel Bétrac, et je trouve qu'elle a son poids pour nous faire raisonner en marxiste, nous faire participer aussi à ce raisonnement. Voilà, c'était la chose que je voulais dire sur ce livre, et je trouve qu'elle l'a illustré magnifiquement. J'avais un tout petit bémol sur la question de Staline et les livres, c'est le fait qu'on est dans le pays de la littérature, le pays où, de toute façon, l'URSS c'était le pays où les gens lisaient le plus. Ça a dû beaucoup disparaître, je sais pas, tu me confirmeras ça, Marianne, mais et d'ailleurs c'est assez bizarre, parce qu'il y a deux grands pays de la littérature, qui sont aussi deux grands pays de la Révolution, je pense que c'est quand même lié, c'est la France et la Russie, enfin en tout cas l'Union soviétique. Troisième chose, et j'en viens à ma question. C'est exactement ce que, c'est juste une très brève incise, exactement ce que me disait Makin, qui est tout sauf un communiste, ou un stalinien, quand il est venu ici, Andrei Makin, maintenant académicien, etc., qui a choisi donc une carrière littéraire française. Et quand il est venu ici, il n'a pas voulu qu'on le filme. Ça aurait été très intéressant de passer ça, surtout venant de lui, qui Dieu sait pas du tout ni un marxiste ni un communiste. Mais un des nombreux points extrêmement positifs dans le genre de réflexion qu'on conduit ici, il disait en gros, il soulignait ce point qui était pour lui essentiel et frappant, celui que tu es en train de souligner, sur non seulement des peuples de littérature, de lecteurs, mais aussi il faisait toutes sortes d'analogies, je ne vais pas vous les infliger ici, sur l'approche de la littérature qu'on pouvait avoir russe ou française, russe considérant les Français ou Français considérant les Russes. Oui, tout à fait. Et là, j'avais aussi, donc ma question finalement était aussi, elle portait sur la littérature, parce qu'on a parlé de René Andrieux, enfin tu as parlé de René Andrieux, et c'est vrai que c'est très frappant quand on a connu un tout petit peu le Parti communiste de l'intérieur, et moi qui n'y suis plus, j'en ai vu les derniers feux à la pensée, donc je voyais aussi que c'était pas si simple cette question de Staline, elle n'a jamais été vraiment réglée, mais en même temps parce qu'il y avait une forme particulière de communisme qui s'appelle le torésisme, qui est particulier, et qui était particulièrement, j'allais dire, éclairé par rapport à l'époque Jdanov, donc il y avait aussi une chance qui résistait là, même si elle n'apparaissait pas forcément au grand jour. Mais je ne savais pas que René Andrieux, avec ce rapport-là, mais est-ce qu'il s'est exprimé, parce que je sais que c'était un grand spécialiste de Stendhal, et Stendhal avait un rapport au grand homme, en tout cas celui de son époque, bon, évidemment très différent, je ne fais pas une comparaison, je fais une analogie, hein, je ne compare pas Staline à Napoléon, mais disons que peut-être pour lui, la façon surtout dont Stendhal décrit sa haine des rois, la joie qu'il avait à 10 ans au moment de la décapitation de Louis XVI, qui représentait pour lui tout l'ancien monde, et en même temps il suffit de penser à la Chartreuse de Parme, le médaillon de Napoléon et tout ça. Est-ce que c'était pas une manière pour Andrieux de faire passer certaines choses? Oui, alors Andrieux était tu as raison, était très stendhalien et très français. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut voir, qui était quand même, qui me paraît aussi une des pistes à explorer de la force de cette révolution d'octobre et de l'URSS, qu'on a mal exploré, c'est la capacité justement, parce qu'ils ont été capables de
couler dans cette mosaïque des peuples avec tant d'hétérogénéité de leur propre... je dis, ce phénomène de la Mongolie qui tout d'un coup invente le socialisme, tu vois, à sa manière, qui n'a rien à voir avec les autres, eh bien, où se posent d'ailleurs les questions de Boukharine aussi, eh bien, si tu veux, tu as cette capacité à se mouler en quelque sorte dans l'hétérogénéité de la terre russe, de la terre de l'Union soviétique. Ils ont cette force, et je pense que ça a permis à la France de jouer aussi avec ça, c'est-à-dire de se retrouver, de se réinventer. Oui, c'est ça, oui. Et il y a eu une espèce de jeu que quelqu'un qui pourtant est un horrible réactionnaire, mais que j'aime beaucoup comme cinéaste, Sokurov, Francophonia. Le film Francophonia, il faut le voir, hein, c'est une interpellation aux Français, où il nous dit, vous les Français, tout le long, il nous dit, vous avez vos cousins germains, quand ils vous ont occupés, ils se sont entendus pour préserver le Louvre. Nous, il a fallu qu'on déplace, il a fallu qu'on mange les cadavres, il a fallu qu'on fasse ceci, et vous avez été préservés, vous avez été ceci. Et je crois qu'il y a quelque chose que dit Guido Martens, qui est très fort, et qui, moi, m'a beaucoup frappé. Dans le fond, il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu, à quel point l'URSS était vraiment l'ennemi du nazisme. C'est-à-dire, je suis moi-même juive d'origine, cette origine m'importe beaucoup. Pas parce que je fais du truc, mais parce que je pense qu'il faut repenser les choses à partir des points où on est pour essayer de les dépasser. Et donc, je pense qu'on a beaucoup insisté sur l'affaire, sur l'aspect de la Shoah, qui est réel, mais on n'a pas vu quelque chose qui est dit dans le journal d'Himmler, qui est dans le fond, quand par exemple ils vont en Pologne ou ailleurs, c'est leur élite, les Juifs. Il faut détruire aussi les Juifs. D'ailleurs, le massacre commence quand ils se retrouvent, la véritable extermination commence quand ils se retrouvent devant les stocks des pays de l'Est, devant les stocks de la Pologne de Juifs, devant les stocks de la Russie. Et il faut qu'ils massacrent les communistes et les Juifs ensemble, parce que c'est une sorte d'élite pour eux. Et c'est une élite. Pourquoi c'est une élite? Pas parce qu'ils sont plus forts que les autres, mais parce que c'est une population urbaine. C'est la population urbaine par excellence. C'est ce que dit Staline dans les Nations. Il se pose la question, comment peut-on être juif? Peut-on être juif s'il n'y a pas de paysannerie? C'est ça un peu le truc. Donc il y a tout un questionnement là-dessus. Sur la volonté d'Hitler d'en finir avec la Russie, et comment la Russie a pris vraiment le choc. Il n'y a eu aucune comparaison entre le traitement qu'Hitler a infligé à l'Europe occidentale et aux Slaves, qui étaient les esclaves par excellence. Y compris les Polonais. Y compris les Polonais, voilà. qui ont pu se la jouer tant qu'ils la voulaient, mais qui étaient dans le coup. Donc, et c'est dit très clairement par le journal d'Himmler. Donc, je crois qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas exploitées, qu'on n'a pas vues. Et dans Francophonia, pour revenir, il dit, vous avez été préservés, c'était dans le fond, vous vous entendiez entre vous. Et nous n'avons jamais été... Ça a été même pas dans le fond, c'est bien ce qui s'est produit très rapidement. Voilà. Donc, ce que je veux dire par rapport à tout ça, il y a plein... Mais en même temps, il y a une sorte de fascination pour la France. C'est-à-dire... Il faut que la France existe, parce qu'elle est le symbole de quelque chose qui est d'abord la Révolution française, qui est ceci, qui est cela, d'une certaine élégance, ils en foutent plein la vue, ils essaient de... Il y a un côté... il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une passion incomprise. Et moi, j'étais très frappée par tout ce... Je pense que si Torres comprend si bien, et si je m'entends si bien avec Torres, c'est que c'est celui qui a compris tout ça, et qui est resté en même temps extraordinairement français,
tout en pénétrant, parce qu'il avait cet ancrage, en pénétrant en même temps la capacité du socialisme à être multiforme et à se développer et à prendre les choses. Justement, par exemple, je termine là-dessus parce que c'est un truc qui me passionne toujours. On ne mesure pas, on est inculte souvent. Par exemple, j'ai vu avec beaucoup de plaisir, comme tout le monde, le film Le Jeune Marx, c'est là de Peck. Mais il ne connaît rien à Marx et à ses rapports avec la Russie. Marx a une fascination pour la Russie. Marx apprenait le russe à la fin de sa vie. Marx était passionné par le mire. Il raconte comment le mire peut être une forme originale. Il y a plein de choses comme ça. C'est-à-dire que la pensée de Marx n'est pas nécessairement... et Peck, qui est trotskiste, il faut bien l'avouer, veut absolument que... Alors, comment il peut passer dans une vision tiers-mondiste sans passer par la rupture léniniste? Je n'ai pas compris. Tu ne peux pas passer. Donc, il y a vraiment tout un travail et toute une reprise en main de notre propre histoire, de notre propre connaissance. C'est un travail phénoménal. Et attention, il ne faut pas laisser le temps le recouvrir, quoi. Il faut le faire très vite. Il faut avancer, parce que c'est pas pour dire... Moi, j'ai pas... Je crois qu'à la fin, il lui attribue 20 millions de morts, lui. 20 millions, ça compte, hein, quand même. C'est pas de la gnognotte. C'est pas les chiffres de 100 millions, etc., dans lesquels on met joyeusement la guerre civile qui a été faite par les 14 puissances liguées contre lui. C'est pas il lui attribue gaiement à Staline la mort des millions de soviétiques devant les armées aériennes. Mais quand même, il en a quelques-uns. Mais cela dit, donc, tout ça, je vais vous dire, c'est un énorme chantier. Et ça serait enthousiasmant. Parce que moi, j'ai pas de... Avec Monica, on travaille en ce moment sur justement cette question de la Pologne. Et si quelqu'un avait une résistance à la Pologne, c'était moi, je ne pouvais pas les piffrer, les Polonais. S'il y a vraiment un peuple que je ne pouvais pas piffrer, je suis d'origine polonaise. Donc, vraiment, c'était pour moi le comble de l'horreur. Et j'étais confrontée à mes fantasmes, d'ailleurs. Donc, par rapport à ça, il y a un moment où il faut considérer que être révolutionnaire, c'est à la fois comprendre ses sources, ses traces, ce qu'on a en nous, ce qui fait qu'on est cet être humain bizarre. Moi je suis très brechtienne, c'est-à-dire à la fois je pense que l'art c'est magnifique et tout ça, mais s'il n'y avait pas les hommes pour le regarder, l'art n'a plus de sens. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre qui est vraiment une interrogation très très profonde, qui nous concerne tous, comme dans ces périodes où la question du changement se pose à nous comme une urgence. C'est ça ou la mort, quoi. Le socialisme ou barbarie, c'est vraiment, on est là-dedans. Et je pense que ça nous aiderait beaucoup d'arrêter les procès et d'essayer de jouer la contradiction et le débat et d'essayer de comprendre. Et je suis navrée, mais comme je suis toujours tricarde et que je suis toujours interdite par l'humanité, que je suis toujours interdite, et qu'on a décidé de faire de moi l'image vivante de la stalinienne émérite, je ne sais toujours pas si je suis stalinienne ou pas stalinienne, et de toute façon je m'en fous complètement. Je pense que simplement il faut penser. Il faut avoir le courage de regarder vous savez, il y avait un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, La Sentinelle de Desplechin, où il racle un crâne, et il le racle jusqu'à l'os. Il faut racler l'histoire jusqu'à l'os pour la faire sortir. Ça me paraît une bonne conclusion parce que l'heure a filé. Donc merci.